Maintenant, je vais passer la parole à un expert, qui est M. Abdelmalek Alaoui, qui est aussi il est fondateur du groupe Guépard, qui est président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Alors le sujet est évidemment en or pour lui. Cher Abdelmalek, je vous ai proposé de nous faire un rappel des étapes à la fois conceptuelles, c'est-à-dire les bouquins qui ont pu être écrits, mais aussi pratiques, c'est-à-dire les lois ou les projets qui ont pu être promus. Donc une rétrospective de l'essor de l'État stratège. Et dans une deuxième mi-temps, si vous voulez bien, vous parlerez de la vision prospective. À vous, Abdelmalek. Allez-y. Merci. Bonsoir à tous. En fait, je ne sais pas si je dois vraiment vous dire merci, parce que me faire passer après Madame l'ambassadeur, c'est à la fois un grand bonheur, mais ça ajoute également beaucoup à la pression. Mais peut-être que l'État stratège marocain s'est frayé un chemin jusqu'à cet amphithéâtre de l'ESCP, parce que dans le football comme dans la politique, on utilise souvent la même tactique au Maroc. On envoie son meilleur élément en premier, puis on appelle le banc des remplaçants pour venir conforter la première attaque. Mais ce que je peux partager en tout cas avec vous en 10 minutes, toute taxe comprise, si j'ai bien compris la difficulté de l'exercice, au cours des 14 derniers mois, j'étais à l'université d'Oxford pour préparer un travail sur les vents contraires de la transformation au Maroc, et comment ce pays qui a acquis son indépendance en 1955 est passé de l'indépendance d'un pays à la renaissance d'une nation. Et les ressorts de cette transformation, puisque le Maroc part avec un handicap extrêmement lourd en 1955, 80% du PIB est constitué d'exportation de phosphate, sa géographie est organisée de manière à pouvoir capter la valeur de l'intérieur des terres et pouvoir la transborder et la transporter vers l'extérieur. Et il y a des chiffres qui sont très peu utilisés, mais qui en disent beaucoup sur le handicap de départ de cet État-nation millénaire. En 1955, 2497 Marocains passent le baccalauréat pour 11 millions d'habitants. Le Maroc a 5000 diplômés de l'enseignement supérieur. Et donc, cette histoire d'hommes et de femmes, parce que le développement, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, cette histoire d'hommes et de femmes démarre très mal. Parce qu'avec ces 2500 bacheliers, ces 5000 diplômés de l'enseignement supérieur, vous devez construire une diplomatie, un État, une technostructure, une armée, une administration décentralisée. Et donc, il y a d'abord une question de construction des capacités. Et ce qui est absolument frappant, c'est que la première communauté vers laquelle ce Maroc post-indépendant va se tourner pour construire cet État, ça va être les médecins. Et donc, vous avez une surreprésentation absolument incroyable et inédite dans le monde de médecins dans la force publique. Vous allez avoir les 7 médecins lauréats de Montpellier qui vont tous devenir ambassadeurs. Abdelrahim Zneibar qui va partir en Chine. Mehdi Ben Aboud, parce que c'est le seul à parler anglais, qui est envoyé ambassadeur aux États-Unis. Le docteur Taïb Ibn Hima qui va devenir Premier ministre. Moulay Ahmed Al-Araqi qui va devenir Premier ministre. Le patron du mouvement populaire de l'époque, Dr Abdelkrim Al-Khatib. Azdin Al-Araqi qui deviendra Premier ministre également. Et lorsque vous avez une surreprésentation du continent de ceux qui s'occupent de réparer les corps, leur demander de venir réparer une nation et de venir la construire n'est pas le meilleur outil que vous ayez à disposition. Parce que vous leur demandez de devenir tout de suite de très bons généralistes. Et j'ai oublié le docteur Léon Benzaken, de confession juive, qui devient ministre des Postes et Télécommunications dans le premier gouvernement juste après l'indépendance. Et donc cette histoire du Maroc contemporain qu'on a souvent tendance, nous, Marocains, à post-rationaliser, à idéaliser, et à ne pas nous rappeler le chemin très compliqué, les vents contraires de cette transformation exemplaire. Quelle est la condition première qui l'a permis ? La condition première qui a permis cette transformation exemplaire, c'est évidemment la prééminence et la centralité de la monarchie, qui agit comme une quille pour un navire
et qui l'empêche de se déporter à chaque fois qu'il y a des vents qui viennent attaquer ce navire. Ces vents ont été idéologiques, ça a été des mouvements de gauche, d'extrême gauche, qui ont voulu amener le Maroc vers un modèle très différent de celui auquel il est destiné de par son histoire et sa géographie. Mais ils ont été aussi géopolitiques, avec un conflit totalement artificiel qui est une émanation de la guerre froide et du frottement du bloc Est et Ouest et qui s'est cristallisé sur ce territoire du Sahara occidental marocain. Ils ont été aussi technologiques, puisque le Maroc, ayant eu un protectorat français, a implanté dans sa matrice idéologique et de développement un modèle très jacobin qui ne ressemblait pas à la matrice originelle du Maroc et qui a fait que l'État est devenu absolument central dans les décisions et est devenu le premier investisseur dans le pays. Et quand vous regardez les grands groupes qui irriguent le capitalisme marocain, ce sont souvent des grands groupes qui sont l'émanation d'une action de l'État. Et c'est l'État qui a poussé cet investissement. Quels sont les facteurs clés de succès de cette transformation? C'est d'abord la composition en elle-même des forces vives du Maroc. Vu d'Europe ou parfois d'Occident, on a souvent eu tendance à simplifier comment l'État se déploie au Maroc. C'est normal. Donc il y a eu des termes orientalistes, il y a le terme Marzen qui a souvent été utilisé, il y a d'autres termes qui ont été utilisés à l'endroit du Maroc. Mais le Maroc, c'est d'abord une histoire de diversité. C'est une histoire d'une diversité formidable que vous ne retrouvez pas dans beaucoup de pays. Il y a une communauté francophone, libérale, tournée vers l'Occident, qui en adopte à la fois les idées, les comportements. Il y a une majorité beaucoup plus conservatrice, plus tribale, plus attachée à des valeurs beaucoup plus anciennes. Et puis au milieu, comme dans tous les pays, il y a des velléitaires. Vous savez, comme les gens qui mettent un jogging pour aller regarder un match de foot. C'est-à-dire ceux qui ne participent pas, qui regardent le vent et regardent comment est-ce qu'ils peuvent avancer. Mais ce qui a fait la trajectoire du Maroc, c'est d'abord 3 intuitions majeures. La première, c'est qu'à l'orée des années 90, après une première phase d'ajustement structurel pendant les années 80 dans laquelle le Maroc s'est rendu compte qu'il n'était pas en capacité d'avoir un tissu productif suffisamment large pour produire une croissance assez forte, le Maroc s'est développé d'abord par les télécoms. Le substrat qui a permis le décollage du Maroc, ça a été d'abord les télécoms. Et les télécoms ont été le fruit aussi du hasard, de la géographie et de la providence. Parce qu'à l'époque, celui qui était ministre des PTT a cette intuition qu'il faut libérer les téléboutiques. Et lorsque vous libérez les téléboutiques et que vous permettez aux gens de pouvoir téléphoner d'à peu près n'importe où dans une vieille nation commerçante, qu'est-ce que vous faites? Vous permettez les échanges. Les gens peuvent se parler, ils peuvent commercer, ils peuvent vendre. Et en 1994, il va avoir une seconde idée très intelligente, parce qu'à ce moment-là, il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Driss Basri, qui était opposé à cette libéralisation du secteur des télécoms. Il va proposer qu'on mette un réseau test sur Marrakech pendant le sommet du GATT. Et il va distribuer à chaque membre du gouvernement un téléphone portable. Et vous le devinez bien, ce réseau test n'est pas resté un réseau test. Parce qu'une fois que vous avez essayé le téléphone portable, vous ne pouvez plus vous en passer. Et donc cette libéralisation des télécoms, qui va être accompagnée ensuite par une ouverture politique sans précédent, qui va être le gouvernement de l'alternance d'Abdelrahman Yousfi, puis l'arrivée sur le trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI, va donner toutes les conditions pour un décollage économique, et un décollage économique qui va être tiré par les investissements massifs dans les infrastructures. Alors la légende veut que Sa Majesté le roi Mohammed VI ait lu le livre de Malcolm Gladwell. Personne ne sait si cette histoire est réelle, mais en tout cas elle se raconte beaucoup, qui s'appelle The Tipping Point, le point de bascule. Et il a cette intuition très forte qu'il faut que nous ayons des infrastructures à l'échelle. Que le Maroc est en capacité au début des années 2000 de pouvoir aller chercher l'échelle du dessus. Et c'est un petit peu comme la réponse à l'injonction biblique de Noé, construisez-la et ils viendront. Et lorsque vous construisez ce méga port en Méditerranée, vous avez tous les éléments pour pouvoir avoir les investissements directs étrangers suffisamment importants pour venir profiter de l'avantage coût qu'apporte le Maroc.
Et donc cet État stratège marocain, on peut le résumer en deux images. De ce pays très dépendant économiquement, en 1955, lorsque Feu Sa Majesté le roi Mohamed V descend cette passerelle d'avion et trouve 1 million de Marocains à son accueil dans les rues de Rabat. Et cette couverture du magazine britannique The Economist d'octobre 2025 qui qualifie le Maroc de la nouvelle puissance industrielle. Les ressorts de cette transformation sont des ressorts qui sont inhérents à la capacité qu'a notre pays de se projeter sur des temps extrêmement longs pour faire des paris d'avenir. Parce que quand vous construisez un port aussi important que Tangemed, ou que quand vous mettez autant d'investissements dans des infrastructures massives qui permettent d'avoir les prérequis pour avoir des investissements qui sont à l'échelle, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de la commodité qui est la plus rare à notre époque. Vous avez besoin du temps. Or, lorsque vous êtes bloqué par un mandat électif de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans, ben vous pensez d'abord à votre réélection. Et ça, c'est la supériorité et la prééminence de l'institution monarchique qui est en capacité de pouvoir faire ses paris sur des temps très longs. Gage ensuite à l'exécutif de pouvoir traduire cette vision sur le terrain, de pouvoir avoir suffisamment de capacité d'exécution et de pouvoir également mettre en musique les actions correctives lorsque la croissance à marche forcée crée inévitablement des distorsions. Et c'est là où ça nous amène vers le Maroc le plus contemporain et les éléments les plus récents de notre histoire marocaine. Vous avez eu au Maroc, comme dans beaucoup de pays dans le monde, un mouvement de jeunes qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Je vous invite à regarder quel était leur message. Parce que c'est ce message qui vous donnera la position du Maroc dans le monde actuellement. Contrairement à tous les mouvements de contestation sociale qu'on a pu avoir au Maroc depuis l'indépendance, et il y en a eu quelques-uns, ce mouvement-là n'était pas transactionnel. Lorsque vous avez eu, en 1981, des émeutes à Casablanca, c'était pour demander la baisse du prix des produits de base. En 1991, c'était pour demander une amélioration politique. En 2011, lorsque vous avez eu le printemps arabe, c'était pour demander plus d'ouverture et plus de redistribution, ce qu'a consacré la Constitution de 2011. Les jeunes de 2025, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent du fondamental sur l'école, sur la santé. Une société qui est capable de produire des gens de la génération Z qui viennent vous demander ni des subventions, ni de leur faire des cash transferts, ni leur donner des éléments directs qui vont toucher leur portefeuille, c'est une société qui a considérablement mûri, qui s'est considérablement transformée jusqu'à être en capacité d'avoir une jeunesse qui est capable de demander des choses, non pas pour elle, mais pour les générations d'après. Et c'est le message principal du Maroc, c'est que le Maroc travaille toujours pour les générations d'après. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Merci.